Sciences Po. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse ce soir. Bonsoir Monsieur El Karoui, bonsoir Émilie Peset, bonsoir Sarah Hajar. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice de l'animation et de la modération de cette soirée. Merci beaucoup Monsieur El Karoui d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et de nous honorer de votre présence pour la présentation de votre dernier ouvrage. Et qui d'ailleurs, cette soirée est la première de l'année. Donc on est très heureux de vous accueillir pour cela. C'est donc le premier événement ouvert au public que nous organisons en 2026. L'année académique reprend un petit peu après l'année scolaire parce que le calendrier des étudiantes et des étudiants n'est pas tout à fait organisé comme au lycée. Donc nous sommes en pleine semaine d'école d'hiver. Les étudiantes et les étudiants sont de retour depuis hier. Les cours reprendront lundi prochain. Et pour celles et ceux qui le souhaitent et qui ont reçu l'info, nous avons donc une belle programmation pour cette école d'hiver avec la soirée de ce soir et la présentation de l'ouvrage de M. El Karoui. Et puis pour la première fois, demain, nous présentons une pièce de théâtre qui s'appelle Jérusalem, qui a été écrite et mise en scène par Ismaël Saïdi. C'est une pièce qui est en représentation au Théâtre des Mathurins à Paris, pas très loin de la place de la Madeleine. Cette pièce a connu un grand succès, donc elle reprend à partir de vendredi, et donc nous l'avons en représentation unique demain. Et je vous dis tout ça, ça me tient particulièrement à cœur parce que la comédienne qui est aux côtés d'Ismaël Saïdi, le metteur en scène et scénariste de cette pièce, s'appelle Inès Veil-Rochant. Et c'est une ancienne étudiante de ce campus. Inès Veil-Rochant était étudiante ici à Menton entre 2007 et 2009. Elle est devenue aujourd'hui comédienne. Elle a joué dans une série à succès de Canal+, Le Bureau des légendes, que vous connaissez peut-être. Et puis elle est maintenant comédienne. Donc Sciences Po mène à tout, à des métiers très, très diversifiés. Donc n'hésitez pas à venir aussi demain si vous le pouvez. Ce sera à 19h. La pièce est courte, elle dure 1h10. Et puis, je terminerai ma très courte introduction en vous souhaitant, nous sommes encore autorisés, nous sommes le 20 janvier, une très belle nouvelle année. C'est notre manière à nous de nous présenter vos vœux. Je vous souhaite que cette année soit gourmande, au sens propre. Nous sommes dans la ville du citron, avec des établissements qui font des tartes au citron à s'en lécher les doigts et en acheter une deuxième part, mais aussi gourmande en nourriture intellectuelle. Et vous pourrez toujours compter sur nous pour cela, pour vous proposer des événements de qualité, comme ce soir. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une belle nouvelle année et au plaisir de vous revoir régulièrement sur le campus. Et puis, chères étudiantes, chers étudiants, meilleurs vœux aussi à vous. Bienvenue à nouveau sur votre campus. Vous nous avez beaucoup manqué et on est très heureux de vous retrouver. Le campus était bien triste et bien calme sans vous, donc c'est reparti pour un semestre et on est très heureux de tout ça. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger autour d'un thème ancien et complexe, mais qui demeure profondément actuel, celui des perspectives de paix dans le conflit israélo-palestinien. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Hakim El Karoui, auteur de l'ouvrage donc Israël-Palestine, une idée de paix, paru en septembre 2025. Alors, monsieur, vous êtes normalien, agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre, et vous êtes également l'auteur de nombreux essais et travaux portant notamment sur la mondialisation, les inégalités, la laïcité, l'immigration, l'intégration ou encore l'avenir des sociétés occidentales. Vous intervenez régulièrement dans le débat public, vous êtes au sein de la chronique Le Quotidien, L'Opinion, et vous publiez régulièrement des tribunes dans Les Échos ou encore Le Figaro. En parallèle de vos activités d'essayiste et de consultant, vous devenez entrepreneur en 2016 en fondant la société de conseil stratégique Volencia. Vous vous engagez également dans différents projets visant à favoriser le dialogue, la diversité et l'émergence de nouvelles générations de leaders, notamment dans l'espace méditerranéen et au sein de la société française.
Dans votre dernier ouvrage, vous proposez une approche originale du conflit en mobilisant votre regard de géographe afin de mieux comprendre les impasses territoriales et politiques, mais aussi les conditions nécessaires à l'émergence d'une paix durable. Vous partez donc d'un constat à la fois lucide et sévère. Depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995, les forces favorables à la confrontation ont pris le dessus des deux côtés du conflit. Vous montrez comment en Israël, le maintien au pouvoir de Benyamin Netanyahou repose en grande partie sur la permanence de la guerre, tandis que du côté palestinien, le Hamas ne peut exister politiquement que par la violence. Vous soulignez également que 30 ans après les accords d'Oslo, la solution dite donc à deux États, portée par la communauté internationale, apparaît de plus en plus déconnectée de la réalité territoriale et politique. Avec l'installation donc, de près de 750 000 colons israéliens en territoire palestinien, puis le traumatisme des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, ainsi que la brutalité extrême de la guerre menée à Gaza, les équilibres ont été profondément bouleversés et cela a rendu caduc le cadre de négociation hérité des années 90. Donc, dans cet ouvrage, vous évoquez que 2 ans après ces événements, alors que de nouveaux États reconnaissent la Palestine et que certaines initiatives diplomatiques tentent de relancer l'espoir d'un cessez-le-feu, vous insistez sur la nécessité de revenir aux racines profondes d'un conflit qui dure maintenant depuis plus d'1 siècle. Vous rappelez que les deux peuples portent une blessure identitaire majeure et que renoncer à ce que chacun considère comme sa terre demeure pour l'un comme pour l'autre inconcevable. C'est précisément à partir de ce constat que vous proposez de changer de cadre de réflexion en pensant à la paix en géographie. Vous analysez plusieurs processus de résolution de conflits à travers le monde, donc de l'ex-Yougoslavie au Timor oriental, de Chypre au Kosovo, de l'Irlande du Nord à la Colombie. Ces comparaisons vous permettent de formuler une proposition originale, déplacer la question de la souveraineté non plus seulement vers la terre, mais cette fois-ci vers les peuples. Plutôt qu'un partage strict du territoire, vous envisagez une mise en commun de celui-ci fondée sur des principes inédits, permettant la coexistence durable de deux entités israéliennes et palestiniennes sur un même espace. Cette approche cherche à rompre avec la logique coloniale et les violences structurelles qui alimentent depuis maintenant des décennies un cycle sans fin de haine et de représailles. Enfin, vous interrogez le rôle de la communauté internationale et la question du médiateur, donc le plus à même d'accompagner une telle transformation politique. Votre ouvrage n'apporte pas une solution clé en main, mais il ouvre un espace nouveau de réflexion à la hauteur et de la complexité et de la profondeur humaine du conflit. À travers donc cet ouvrage Israël-Palestine, une idée de paix, vous invitez ainsi à dépasser les modèles hérités du passé pour imaginer cette fois-ci une paix fondée sur la reconnaissance mutuelle des peuples à travers un schéma innovant. Car selon vous, l'idée de diviser un territoire avec deux identités différentes, c'est cela qui bloque. On ne peut pas découper une identité. Donc la solution serait de dissocier la souveraineté territoriale de la politique. Donc maintenant que nous avons présenté votre ouvrage, on aimerait commencer cette discussion sur la réflexion d'une paix en Israël-Palestine avec des éléments très récents de l'actualité. J'aimerais d'abord revenir avec vous, Monsieur El-Karoui, sur la mise en place du plan de paix annoncé par l'administration américaine en septembre 2025. Puisque ces derniers jours, une nouvelle instance internationale a été créée, ou est tentée d'être créée, le Conseil de la paix, qui a pour objectif de superviser la deuxième phase du plan Trump pour Gaza. Cette initiative, elle s'inscrit donc dans la continuité de ce plan en 20 points, mais elle suscite déjà des tensions puisque Israël, il y a quelques jours, a rejeté la composition de l'une de ces structures au motif qu'elle avait été constituée sans coordination préalable avec Tel Aviv. Comment analysez-vous aujourd'hui ce processus ? Peut-on y voir les prémices d'une transition politique durable ou s'agit-il plutôt, comme vous l'aviez évoqué lors de votre entretien avec Pascal Boniface, d'une forme de cessez-le-feu renforcé qui ne permet pas de lever les blocages structurels du conflit ? Merci. Merci, bonsoir à tous. Merci de votre invitation.
Bravo pour cette introduction assez dense. Et donc, on va profiter de ce moment ensemble pour délayer un petit peu et en même temps creuser un certain nombre de sujets peut-être. Alors, le plan Trump, c'est pas du tout un plan de paix, c'est un plan de guerre en fait. Et c'est effectivement un moment de pause, donc c'est un cessez-le-feu. Mais ça porte en rien les conditions de la paix. Et alors, ce qui a été annoncé hier ou avant-hier, c'est plus intéressant parce qu'en fait, c'est pas un plan pour Gaza, c'est une autre instance internationale alternative à l'ONU en fait. Donc, c'est le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump, pour lequel, pour devenir membre permanent, il faut payer $1 milliard en espèces. En espèces, j'imagine que la caisse est à la Maison Blanche. C'est moins simple que le Bitcoin, parce que quand il a été élu, il a créé un Bitcoin à son effigie et à celui de sa femme. Alors c'est beaucoup mieux le Bitcoin pour corrompre officiellement les dirigeants, parce qu'on peut savoir qui a versé, quand, comment, c'est traçable. Et en même temps, comme c'est géré en Corée du Nord et en Iran, en fait c'est compliqué de revenir à la source vraiment. Donc là c'est du cash. Alors il a demandé à la France, il a proposé à la France de participer. La France a priori a dit non. Elle croit plus en l'ONU. D'autres pays ont été sommés de venir et certains ont dit oui. On va voir ce que ça va donner. Et donc à l'intérieur de ce Conseil de la paix de Trump, maître du monde, il y a un autre Conseil de la paix, qui est celui qui avait été annoncé à peu près il y a 4 mois. C'est celui pour Gaza, qui a une composition, alors qui j'imagine reflète en partie celle du Conseil de la paix global. Donc il y a bien Tony Blair. Tony Blair, c'est le Premier ministre britannique, mais peut-être que vous ne savez pas qu'il a eu des... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, il a eu des responsabilités. D'abord, il a créé un cabinet de conseil qui s'appelle le TBI, le Tony Blair Institute, il y a une fondation. Et puis, il a été l'envoyé spécial du quartet au Proche-Orient pendant en fait 7 ou 8 ans. Et il s'est fait connaître par vraiment un parti pris pro-israélien absolument assumé. Et donc, l'imaginer comme étant un médiateur post-guerre de Gaza dans ce contexte, franchement, ça ne donnait pas envie de croire que c'était fait pour faire la paix. Après, ce dont on parle, c'est assez simple. Donc, vous voyez la situation actuelle. Gaza a été le territoire, enfin disons, sur un espace assez grand, le plus dense du monde, 2 millions d'habitants. Maintenant, il y a un peu moins de 2 millions d'habitants, parce qu'il y en a 70 000 qui sont morts plus, on ne sait pas exactement combien. Mais ils ne vivent plus que sur 47% du territoire, parce qu'il y a la moitié qui a été stérilisée par l'armée israélienne. Et dès qu'il y a un Palestinien qui lève une tête, en fait, il se fait tirer dessus. Donc on a un territoire qui est 2 fois plus dense qu'avant et sur lequel il n'y a plus aucune habitation, ou quasiment. Et donc il faut tout reconstruire. Donc ça attire les promoteurs immobiliers. Donc à la fois ceux... du plan Trump version peut-être début d'année, quand il s'agissait de faire la Riviera, parce que c'est des très belles plages, et puis Gaza historiquement c'est une oasis. Jean-Pierre Félu qui enseigne ici a écrit un très beau livre sur Gaza, donc il a dû vous raconter l'histoire. C'est une oasis prospère, ce qui n'était pas le cas au nord, un peu plus au nord de Gaza, parce que là c'était plutôt des territoires qui étaient infestés de malaria, etc. Et donc il y a des très belles plages, il y a un espace où il n'y a plus personne, où il faut tout reconstruire. Et donc il y a des gens qui ont envie de mettre un peu d'argent. Ça fait rêver les gens du Golfe, parce que c'est ce qu'ils ont fait eux. La seule petite différence, c'est qu'eux, il n'y avait personne et il n'y avait pas d'histoire. À Gaza, il y a une histoire qui est plurimillénaire, et puis il y a 2 millions d'habitants et une mémoire traumatique assez profonde, d'ailleurs à l'ouest de la frontière de Gaza et aussi à l'est dans les kibboutz. Donc tout ça ne va pas se faire. Et ce qu'on est en train de préparer, ce n'est pas le 7 octobre, mais c'est le 17, le 27, le 37, le 47 octobre. C'est-à-dire un mouvement de révolte des Palestiniens avec des outils terroristes qui sera encore plus important qu'avant. En fait, c'est l'histoire de ce conflit depuis 100 ans. Le terrorisme ayant été utilisé par les Palestiniens à partir de fin des années 50 et puis beaucoup des années 60, ayant été aussi utilisé par le mouvement sioniste contre les Anglais, un peu les Arabes aussi, et notamment dans la période critique de 45-47, parce que c'est un outil
malheureusement comme un autre, des mouvements nationaux. Donc on voit bien que le projet de paix des États-Unis n'en est pas vraiment un, et cela peut nous amener à nous demander quel est le rôle et quel rôle pourraient jouer les autres acteurs de la scène internationale. Et à ce titre, on peut penser à la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, donc à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. On peut voir que cette reconnaissance, elle a été considérée par certains comme essentiellement symbolique ou trop tardive pour avoir un réel impact sur le terrain, alors que d'autres, moins nombreux, y ont vu un levier politique important. Et donc, selon vous, en quoi ce type de reconnaissance internationale peut-il encore jouer un rôle dans l'évolution du processus de paix ? Alors, je vais répondre en faisant le lien avec la question d'avant. Moi, je pense que c'était très important que la France, pas que la France, reconnaisse... Alors, officiellement, c'est l'État de Palestine, mais en fait, c'est plus important que ça. Ce qui a été reconnu, c'est pas vraiment l'État de Palestine. Il n'y a pas d'État de Palestine, il y a une autorité administrative. Je me rappelle qu'en 1993, ce que reconnaît Israël, Yasser Arafat reconnaît Israël et Yitzhak Rabin reconnaît l'autorité palestinienne. Donc il ne reconnaît pas la Palestine, il reconnaît l'existence d'une autorité administrative chargée d'organiser notamment la police, en gros que la police, dans un certain nombre de territoires palestiniens, et notamment des territoires occupés. La France parle de la solution à deux États depuis, je crois, 1982, discours de François Mitterrand à la Knesset. N'avait jamais reconnu le deuxième État. Donc elle avait reconnu Israël, évidemment, en 1947, tout de suite, mais jamais la Palestine. Donc c'était pas mal de reconnaître le deuxième État quand, depuis 40 ans, on dit qu'il faut que la solution, c'est la solution à deux États. J'avais dit ça au président juste avant son discours, ça l'avait un peu énervé. C'est bien, bah oui, je suis quand même le premier à le faire. Oui, mais bon, voilà, la position française, elle manquait un peu de cohérence. Donc ça, c'est important. Mais surtout, ce qui est important, c'est la reconnaissance de la palestianité. La palestianité, c'est quoi ? C'est l'identité nationale palestinienne. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est précisément ce qui n'a jamais été reconnu par les parties au conflit. Les Palestiniens, d'abord, et surtout les Arabes, ils ont eu du mal à reconnaître la palestianité. Les Palestiniens, entre les années 20 et puis 1947, ils se sont beaucoup battus entre eux, contre les Anglais, contre le mouvement sioniste, mais ils sont aussi beaucoup battus entre eux, y compris entre grandes familles de Jérusalem. Et puis après, les dirigeants arabes, et notamment Nasser, ils ont arabisé le conflit. Et donc, c'était une problématique du monde arabe, allié sous l'autorité ou la férule du Reich égyptien, contre les Israéliens, les Palestiniens ne comptant pas, en fait. Bon, et il a fallu attendre 1967, en gros, pour que l'OLP, qui avait été créée par la Ligue arabe, devienne à peu près autonome, pas financièrement, mais politiquement. Et 1967, c'est la défaite arabe et la défaite de Nasser. Donc les Arabes ont mis beaucoup de temps à reconnaître l'existence de la palestinité. Et puis les Israéliens, depuis le début, en fait, c'est ce qu'ils ne reconnaissent pas. Ce qu'ils disent, et dans le livre, j'essaye de revenir aux sources parce que je pense que c'est vraiment dans les années 20 que tout se joue. Un grand penseur sioniste qui était les sionistes de droite, qui s'appelle Vladimir Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky, il est important parce qu'il a eu un destin. D'abord, sont issus de la droite israélienne qu'il a créée via l'Irgun deux grands premiers ministres, Begin et Shamir, et puis surtout Netanyahou. Son père était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Jabotinsky, qu'est-ce qu'il disait ? Comme à peu près tous les leaders sionistes, c'est en fait le monde arabe est grand, Eretz Israël est petit, puis Eretz Israël, on sait où c'est, ça ne peut pas être ailleurs. Les Palestiniens, en fait, ils n'existent pas, ce sont des Arabes, et donc leur destin, c'est d'aller dans le monde arabe. Et puis comme eux, en plus spécifiquement Jabotinsky, ils considéraient que le territoire légitime des futurs Israéliens, c'était Eretz Israël dans les frontières du mandat, ou même d'avant le mandat, qui incluait la Jordanie,
eux, ils considéraient que la place des Palestiniens, c'était en Jordanie. Et puis ça a continué parce qu'il y a des mouvements, le Bétar par exemple, qui est un mouvement armé de jeunes, lui, il continue de considérer, dans son logo, il y avait la rive Est. La rive Est, c'est le territoire, la Jordanie, que l'Irgun n'avait pas reconnu comme devant être indépendante, et que la droite israélienne a toujours considéré comme étant le destin final des Palestiniens. Pourquoi c'est important que la France reconnaisse ? Pourquoi c'est important que la Grande-Bretagne reconnaisse la Palestine, puisque c'était la France et la Grande-Bretagne. En France, on a parlé de la Grande-Bretagne. Symboliquement, c'est plus important. On a parlé de la France. Symboliquement, c'est plus important la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, c'est le pays c'est le pays de la déclaration Balfour, donc qui a enclenché la reconnaissance du mouvement sioniste. C'est le pays qui a eu le mandat donné par la Société des Nations. C'est le pays qui a rendu le mandat à l'ONU en 1947. Et puis, c'est le pays de Churchill qui était pro-sioniste à fond, etc. Le fait qu'ils disent, en fait, la Palestine existe, pour moi, d'une certaine manière, c'est une reconnaissance de la souffrance des habitants de Gaza. Cette souffrance, c'est une sorte de passion au sens christique. Et le produit de cette souffrance, c'est que le monde a reconnu que, malgré toute la violence du monde, déclenchée, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023, mais déclenchée une nouvelle fois le 7 octobre 2023 par le Hamas, et 70 000 morts, je ne sais pas combien, 25 000 orphelins, un territoire détruit, etc. En fait, les Palestiniens sont toujours là. Et donc, ce qu'a fait la France, ce qu'a fait la Grande-Bretagne, ce qu'ont fait maintenant une très grande majorité des États à l'ONU, c'est de dire la Palestine existe parce que les Palestiniens existent. Et pourquoi les Palestiniens existent ? Parce que d'une certaine manière, ils ont résisté. Dans un monde autre, c'est un peu dans les cas que j'ai regardés, qu'est-ce qui se serait passé ? En fait, les Palestiniens auraient été expulsés. Et d'une certaine manière, ce que disaient les sionistes pendant très longtemps, c'est-à-dire le monde arabe est grand, les Palestiniens vont aller ailleurs dans le monde arabe, ça aurait eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Pour deux raisons. D'abord, c'est tout petit. Et puis ensuite, en fait, les Palestiniens avaient commencé à être expulsés. Donc, ils ont été expulsés dans toute la région. Beaucoup en Jordanie, ils sont majoritaires en Jordanie, beaucoup au Liban, un certain nombre en Syrie, pas beaucoup en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé ? 2 guerres civiles. Première guerre civile en Jordanie, Septembre Noir. Deuxième guerre civile au Liban, qui a duré 15 ans, mais en fait beaucoup plus. Et à chaque fois, au milieu, les Palestiniens. Donc ça a produit chez les États de la région une idée fixe, c'est plus jamais aucun Palestinien chez nous. Et c'est ce qu'on a vu avec Gaza. Et c'est pour ça que la stratégie des Israéliens avec Gaza montre qu'en fait, elle n'a aucun avenir. Les Palestiniens ne quitteront pas la Palestine. Pour une raison simple, les voisins n'en veulent pas. Et les voisins ne sont prêts à faire aucun sacrifice, aucune ouverture, à rien, parce qu'ils pensent que si les Palestiniens arrivent chez eux, en fait, ils vont détruire leur pays. Donc, il ne faut pas être dupe de la position des Arabes. Les Arabes ne sont pro-palestiniens que dans les mots. Les populations arabes le sont, y compris dans le Golfe, à commencer par les Saoudiens. Les dirigeants arabes ne le sont pas du tout. Et donc, c'est un peu la difficulté des Palestiniens. En fait, ils sont soutenus par personne. Et donc, le fait que des grandes puissances occidentales, traditionnellement, historiquement, soutiennent d'Israël, notamment les Français et les Anglais, qui ont permis aux Israéliens d'avoir la bombe, c'est eux, c'est pas les Américains, le fait qu'ils reconnaissent la Palestine, ça crée un mouvement. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'à la fin, il n'y aura la paix, c'est vraiment une des conditions de la paix, que si les Israéliens reconnaissent que les Palestiniens existent, et qu'ils reconnaissent qu'ils existent comme peuple, et d'une certaine manière comme peuple qui s'est construit dans l'opposition, dans la guerre avec eux. C'est paradoxal, mais c'est la nécessité. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, pour entrer un peu plus dans l'histoire de ce conflit, qui est pourtant présenté comme récent, alors qu'il commence dès le mandat britannique au début du XXe siècle, avec des luttes d'indépendance et des violences politiques comme celle de l'Irgun. Quel parallèle peut-on faire avec la situation actuelle et en quoi cette lecture historique aide-t-elle à penser une paix possible ? Alors, la lecture historique, elle ne permet pas du tout de penser la paix, parce que la lecture historique, elle montre que la guerre progresse année après année, cycle de violence après cycle de violence,
et que le territoire des Palestiniens se réduit petit à petit par l'effet de la force et du déséquilibre entre les uns et les autres. Au début, dans les années 20, le mouvement sioniste était fort de son dynamisme face à des Palestiniens qui, au tout début, même dans les années 1900, ils avaient un ennemi commun qui était les Ottomans. Enfin, un ennemi, c'était, en tout cas pour les Palestiniens, ça commençait à être un sujet. C'était le début du nationalisme arabe. Partout dans la région, il s'agissait d'affirmer une forme d'indépendance. Les Syriens étaient assez avancés, etc. Et donc, ils ont vu arriver une deuxième génération de sionistes qui venaient avec un certain espoir, pas de construire un État, mais de revenir sur la terre promise. La première génération datait des années 1880, en se disant il y a probablement quelque chose à faire et ils peuvent nous aider à construire un chemin vers une forme, on ne parlait pas d'indépendance, mais en tout cas d'autonomie, etc. Et puis assez vite, ils ont compris que ce mouvement sioniste, il avait une visée d'expansion territoriale assez claire, et puis qui était tout à fait théorisée, et puis mise en forme avec des moyens, notamment pour acheter des terres, avec des grands propriétaires palestiniens, libanais, qui ont vendu beaucoup de terres. C'est pour ça que le sionisme n'est pas un colonialisme comme on l'entend souvent. Les sionistes n'ont pas pris la terre par la force. Ça s'est passé après 67. Ça s'appelle les territoires occupés. Mais la construction de l'État d'Israël s'est fait d'abord par l'achat de terre à des gens qui étaient vendeurs sans absolument aucune contrainte. Après, il y a eu la guerre de 48 qui a un peu élargi le territoire qui était prévu. Mais donc, ça c'est le point de départ. Et puis, petit à petit, en fait, les Palestiniens ont, à mon avis, raté beaucoup d'étapes. La plus importante étant 47. Qu'est-ce qui se passe en 47 ? C'est toujours le même leader qui est le Haj Amin Hosseini, qui s'était fait connaître assez défavorablement pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été à Berlin, il a été voir Hitler, sur le thème « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Il avait réussi à s'enfuir en passant par la Suisse ou par la France, je ne sais plus, et il avait réussi à garder une autorité politique en Palestine. 47, donc c'est le moment où on discute du partage, hein, c'est le moment où les Anglais n'en peuvent plus, notamment à cause des attentats menés par deux futurs premiers ministres israéliens. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le terrorisme, hein. Donc le chef de l'Irgun, notamment celui qui a fait sauter l'hôtel King David, c'était Menahem Begin, et puis dans ses troupes, il y avait Yitzhak Shamir. Donc, les deux sont devenus premiers ministres d'Israël un peu plus tard. Donc les Anglais n'en pouvaient plus, ils ont rendu le mandat. Et les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, 47, on est après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un moment, la décolonisation commence. C'est l'année de l'indépendance de l'Inde. Les Palestiniens se disent, en fait, ils vont rendre nos territoires. Enfin, la décision de l'ONU, elle va par définition nous être favorable. Le sionisme est un colonialisme, etc. Ils n'avaient pas du tout compris que, le sionisme, c'était plus compliqué que ça, et que 47, c'est le moment, un peu après les procès de Nuremberg, où les Occidentaux commencent à se rendre compte de ce qui s'est passé en Europe et de la destruction des Juifs d'Europe. C'est le moment où les Américains, qui, il ne faut jamais l'oublier, avaient, comme les Anglais, totalement fermé leurs frontières à l'émigration juive venue d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, totalement fermé les frontières. Les Anglais et les Américains n'ont absolument pas aidé les Juifs à fuir la Shoah. Absolument pas. Donc c'est le moment où Truman, notamment, commence, et on ouvre les camps, et où l'information commence à être diffusée. Le procès de Nuremberg joue un rôle important, mais avec pas du tout, comme aujourd'hui, la présence en fait dans l'espace politique de la Shoah. Le mot n'était pas utilisé, on parlait on ne savait pas combien il y avait eu de morts, etc. Mais il y a eu une prise de conscience, et notamment il y a eu une prise de conscience quand des centaines de milliers de Juifs se sont retrouvés en Europe à ne pas savoir où aller. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il y a eu un ou deux cas, ils ont essayé de rentrer chez eux, notamment en Pologne, ça s'est extrêmement mal passé. Et là, il y a eu une prise de conscience, notamment de l'administration américaine, sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eux-mêmes avaient un peu une mauvaise conscience. Et il y a eu une volonté, une directive très claire donnée par Truman,
d'ouvrir l'émigration, de réouvrir l'émigration vers ce qu'on appelait encore la Palestine. Et quand arrive la décision en 1947, c'est intéressant de regarder le détail parce que l'ONU qui venait de naître a confié, je crois que c'était 13 États, une mission pour dire dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Donc il y a eu, c'était pas les États de premier rang, il y avait le Chili, l'Australie, des États de ce niveau-là. Donc ils ont envoyé, je crois, 2 missions sur place qui ont regardé. Et il y avait 2 propositions sur la table. Il y avait une proposition fédérale, donc un seul État, avec une zone qui était juive et une zone qui était arabe, musulmane et chrétienne. Puis il y avait une deuxième solution qui était la partition. Les Palestiniens n'ont pas du tout fait de lobbying. Parce que pour eux, de toute façon, ça allait être un État fédéral dirigé par eux. Ils étaient encore nettement plus nombreux. Et ce qui s'est imposé finalement, c'est la solution de la partition, avec un espace réservé aux sionistes, aux juifs, beaucoup plus importante que leur part dans la population. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le moment où, il y a eu où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est rentrée en résonance avec l'histoire du Proche-Orient. Et ça ne s'est pas fait, contrairement à ce qu'on croit, seulement via les Américains. La décision fondamentale, ce qui a fait basculer la majorité, en fait, c'est venu des Soviétiques. Les Soviétiques, parce que les Soviétiques, ce sont d'abord les seuls qui ont invoqué la destruction des Juifs d'Europe, la Shoah, dans la justification de leur décision. Et puis eux, ils voyaient aussi le projet sioniste, Ben Gourion, les kibbutz. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était des kolkhozes. Donc un projet socialiste. Socialiste, là où il y avait des Français et des Anglais. Et donc ils se sont dit, ça peut être aussi une sorte d'antenne politique, des alliés, dans une région où on n'en a pas beaucoup. Et puis, vous voyez, le Proche-Orient, c'est le débouché des mers fermées. C'est la base de Tartous, un peu plus au nord, plus tard en Syrie, etc. Et donc, c'est vraiment eux qui ont fait basculer la décision. Et les Palestiniens, en fait, ils n'ont rien compris. Donc, ils ont perdu. Ils ont perdu à ce moment-là. Ils ont perdu en fait, pendant 20 ans en étant manipulés par les Arabes et notamment les Égyptiens. Et puis, ils se retrouvent en 67 à peu près tout seuls, avec pas beaucoup d'appui à part les opinions publiques. Et puis là, il commence une quinzaine d'années de terrorisme. Et puis le terrorisme, ça fait monter le début de l'extrême droite en Israël, et notamment les religieux qui arrivent, qui viennent beaucoup du monde arabe, les séfarades. Les Ashkénazes étaient beaucoup plus laïcs. Et puis c'est comme ça que s'enclenche la dynamique de la guerre, avec à la fin, c'est ce que j'explique dans le livre, un seul parti, qui est le parti de la guerre, qui regroupe, alors avec la même vision du monde, c'est-à-dire l'intolérance religieuse et les mêmes intérêts, c'est-à-dire la poursuite de la guerre, l'extrême droite israélienne et l'extrême droite palestinienne, le Hamas. Merci beaucoup. Donc pour revenir à la notion d'identité, vous rappelez que l'histoire régionale, notamment le Liban, la Jordanie et un peu l'Égypte, ont contribué à repousser les Palestiniens hors de la Palestine, sans qu'aucun État arabe ne souhaite finalement réellement les accueillir. Dans le même temps, vous expliquez que la guerre a largement construit cette identité palestinienne. Comment peut-on donc préserver la mémoire du lien à la terre et reconstruire une identité politique sans passer par l'expulsion et la perpétuation du conflit? Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais les Palestiniens ont donné la réponse. C'est-à-dire que eux, d'une certaine manière, la Palestine n'existait pas dans les années 20. C'est pas faux, en fait. C'est un des arguments du mouvement sioniste. Quand on regarde la construction politique, il n'y avait pas de revendication palestinienne. Il y en avait une syrienne ancienne, mais parce que la Syrie existe depuis la nuit des temps. Et l'identité palestinienne, elle s'est construite dans la guerre avec Israël. Et là où le mouvement sioniste, où les Israéliens d'aujourd'hui se trompent, c'est quand ils disent la Palestine n'existe toujours pas. Si, en fait, elle s'est construite dans un siècle de conflit, comme l'identité israélienne. Il y avait une identité juive, évidemment, depuis très longtemps, mais l'identité politique israélienne, elle s'est construite aussi dans le conflit, dans la mémoire, dans l'histoire, mais aussi dans ce conflit. Et donc, on a aujourd'hui une identité palestinienne qui a été construite de façon très originale, parce qu'elle a été construite sur la mémoire d'un territoire perdu. Ce que tout le monde raconte, c'est que dans les camps palestiniens, les familles ont toujours les clés des maisons, elles perpétuent l'histoire, la mémoire, etc. Et
en fait, l'identité est devenue un élément fondamental la mémoire, est devenue un élément fondamental de l'identité palestinienne. Et ça, c'est assez original comme construction politique, mais ça la rend complexe à appréhender par des gens qui veulent traiter le sujet comme d'habitude. C'est-à-dire en disant, on va découper le territoire et puis ça va marcher. Moi, ce que je pense, c'est que ni pour les Juifs, ni pour les Palestiniens, il est possible de découper l'identité. Et qu'il y a une sorte d'identité entre l'identité politique et puis le territoire. Parce que l'identité, elle s'est construite dans la projection sur le territoire. L'année prochaine à Jérusalem, et pour les Juifs, et d'une certaine manière pour les Palestiniens, l'année prochaine à Jérusalem. Et du coup, toutes les solutions fondées sur le fait de découper le territoire pour découper l'identité, en fait, je pense qu'elles sont politiquement absolument contre-productives. Puis après, la deuxième raison, c'est que, en fait, Israël ou le territoire du mandat britannique, c'est tellement petit qu'on a bien essayé. En 1936, il y a eu un plan de paix dirigé par les Britanniques, qui s'appelle le plan Peel, où ils ont essayé de mettre en gros les Juifs au nord et les Arabes au sud. Ben Gourion avait accepté, parce qu'il se disait c'est le début de quelque chose, et on va avoir un État, et puis après on agrandira. Jabotinsky avait refusé absolument, donc la droite sioniste, et puis finalement les Arabes aussi ont refusé, parce qu'ils ont dit, mais non, de toute façon, tout est à nous. On veut bien qu'il y ait une minorité juive chez nous, mais tout est à nous. Mais en fait, quand on regarde la carte, c'est tellement petit que séparer le territoire, séparer les populations, comme on a pu le faire dans d'autres cas, y compris, par exemple, au Kosovo, où en fait on a fait de l'épuration ethnique, on ne l'a pas dit, on n'était pas très fiers, mais on a expulsé 700 000 Serbes. Là, en fait, on ne peut pas expulser 700 000 Palestiniens parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles la solution d'Oslo, qui est en fait la solution de 67, qui est on rend la terre occupée par les Israéliens en échange de la paix. Cette solution, elle ne marche pas parce que déjà le principe de rendre une partie de la terre, en fait, personne n'en veut. Et puis ensuite, la séparation physique, d'une certaine manière, il n'y a pas assez de place. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut chercher autre chose. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure donc, la guerre de 1967 et comment elle constitue un moment clé du conflit puisque Israël commence à utiliser la force pour occuper le territoire. Et donc, comment ont été apprivoisés à l'époque ces changements et pourquoi on a toujours cette question aujourd'hui des territoires occupés en Cisjordanie et le statut flou de Jérusalem sur la table. Pourquoi ça n'a pas été réglé à l'époque? Alors, la force, ça n'a pas commencé en 67. Il y a eu la guerre de 48, qui était d'abord une guerre civile, puis ensuite une guerre contre les États arabes coalisés. Ça avait un peu simplifié la vie des Israéliens parce que les Jordaniens qui dirigeaient la coalition arabe en 1948 avaient un accord avec les Israéliens tout en dirigeant la coalition arabe. Donc, en fait, ils ont trahi gentiment les Palestiniens. Et puis, ils ont récupéré Jérusalem-Est et puis la Cisjordanie, qui a été administrée pendant 20 ans par les Jordaniens, suite à cette trahison. Et puis, il y a eu la guerre de 1956, quand même. Enfin, on a arrêté les Israéliens alliés aux Français et aux Anglais. 67, ça change tout, parce que, en fait, il n'y aurait pas eu 67, il y aurait peut-être eu vraiment la paix. Parce qu'en gros, il y avait une contestation des frontières de 48, mais il n'y avait pas de dynamique très très forte. Enfin, elle était externe, c'était les pays arabes, mais à l'intérieur du jeune État israélien, disons que ça passait. 67, ça change tout, parce que Israël devient un État colonisateur, et puis surtout, dans les frontières de la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est et puis Gaza, en fait, il y a à nouveau une majorité d'Arabes. Alors qu'avec l'immigration juive en Israël, les Juifs devenaient majoritaires en Israël dans les frontières d'avant 67. Et là, ça pose une question existentielle. Qu'est-ce que devient Israël avec une majorité d'Arabes? Si on considère qu'Israël devient... les territoires occupés sont annexés ou quasiment annexés. Et ça ouvre un nouveau cycle de violence, et puis ça pose une question
qui est d'une certaine manière la question qu'Hannah Arendt avait posée en 1942-1943. Elle disait, la seule question morale et politique pour Israël, en l'occurrence ce n'était pas encore Israël, mais c'était le mouvement sioniste, c'est la question arabe. Et la question arabe, c'est très simple, c'est qu'est-ce que vous faites des Palestiniens ? S'il y a plus d'Arabes que de Juifs en Israël, qu'est-ce que vous faites des Palestiniens ? L'idée, c'est de faire un État juif, c'est pas de faire un État binational. Il y a eu des idées d'État binational, notamment dans les années 20, portées par des grands intellectuels, dont Albert Einstein d'ailleurs, et Hannah Arendt, et Gershom Scholem, etc., enfin Martin Buber, vraiment des gens qui étaient des grands, enfin très reconnus parmi les intellectuels juifs de l'époque, enfin bien au-delà des frontières d'Israël. Cette idée n'a pas prospéré, notamment parce qu'en 1929, il y a eu un pogrom très violent à Hébron. Mais 67, ça réouvre la question existentielle. Et cette question existentielle, en fait, je ne sais pas combien, 58 ans, 60 ans après, elle n'est toujours pas réglée. Et d'une certaine manière, la guerre à Gaza, elle a montré que cette question n'était toujours pas réglée. La question, je la redis, c'est la question d'Hannah Arendt. Qu'est-ce que vous faites des Arabes ? Ils n'ont toujours pas répondu. Et on voit bien que Gaza, d'une certaine manière, ça a été une tentative. La tentative, ça a été pas l'extermination, mais enfin bon, on peut discuter du terme de génocide, mais en tout cas, les Israéliens ont été prêts à une multitude de crimes contre l'humanité, mais ils n'ont pas réussi ni à détruire les Palestiniens, ni même à les expulser. Et donc, pour moi, ce que dit la guerre de Gaza pour les Israéliens, c'est que s'ils ne répondent pas à la question « Qu'est-ce que vous faites des Arabes ? Qu'est-ce que vous faites des Palestiniens ?» En fait, ils vont continuer à se détruire eux-mêmes. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est se détruire eux-mêmes. Merci pour votre réponse. Vous prenez souvent l'exemple de l'Irlande du Nord, où la paix n'a été possible que lorsque les autorités ont décidé de lutter contre ceux qui refusaient la paix. Pensez-vous qu'un scénario comparable soit envisageable en Israël-Palestine ? Et concrètement, comment peut-on aller vers une coopération sécuritaire entre deux polices qui ne se font aujourd'hui aucunement confiance ? Alors oui, effectivement, moi, je trouve que l'exemple de l'Irlande du Nord est très, très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin les plus jeunes peut-être qu'ils ont oublié, mais enfin l'Irlande du Nord, c'était une guerre de religion à l'intérieur de l'Europe, au sein du Royaume-Uni, qui s'est finie, il y a, je ne sais plus quand c'était, les accords du Vendredi Saint, j'ai oublié, c'était en 2000, il y a 25 ans. Bon. Et tous les soirs à la télévision, il y avait un reportage sur les émeutes religieuses entre protestants et catholiques, donc ce n'était pas les juifs et les musulmans, c'était les protestants et les catholiques, en Europe, en Grande-Bretagne. En fait, on a oublié, mais voilà, les guerres de religion politique, ça peut arriver aussi chez nous. Il y en a eu d'ailleurs après dans l'ex-Yougoslavie. L'exemple, il est intéressant parce que c'est un cas qui mêle à peu près tous les problèmes. Donc il y a des problèmes religieux, il y a évidemment des problèmes politiques, parce qu'il y a des gens, certains loyalistes qui étaient affidés à la couronne britannique, et puis les indépendantistes qui, eux, voulaient l'union avec le reste de l'Irlande. Mais c'était aussi un cas colonial, parce que les terres d'Irlande du Nord ont été attribuées à des colons britanniques, notamment, mais au XVIIe siècle. Et puis, c'est devenu un cas, évidemment, de sécuritaire, parce que toute la question, ça a été, après donc, deux conditions essentielles, une pression américaine extrêmement forte, c'était Bill Clinton à l'époque, et puis un engagement politique, c'était Tony Blair, premier mandat de Tony Blair, qui a mis tout en haut de son programme l'idée qu'il allait faire la paix en Irlande du Nord. Donc il y a eu un engagement politique national et international extrêmement puissant. Et ce n'était pas du tout gagné. Bon. Pourquoi ça a réussi ? Parce que l'engagement a été tenu pendant très longtemps, et puis parce qu'ils ont construit un chemin pour permettre aux terroristes de rentrer dans, disons, le droit chemin, dans l'institutionnalisation. Et donc, l'IRA est devenu un parti politique. L'Irak était un mouvement terroriste, est devenu un parti politique, le Sinn Féin. Et les groupes paramilitaires, terroristes, etc., ont été à la fois désarmés et puis réintégrés, soit dans la police, soit dans l'armée. Et en fait, on se dit, la gestion des terroristes, c'est le plus compliqué dans ce genre de cas. En fait, c'est le plus simple.
C'est le plus simple parce qu'on connaît le processus. Le processus, il est lent, il est fondé sur la confiance. Il faut donner un espoir à des gens qui ont commis des actes terroristes. Mais je vous dis, tout le monde l'a fait, y compris les Israéliens, peut-être même les Français à un moment. Bon, enfin, terroriste, c'est suivant le cas, la position où on est. Il faut leur donner un espoir, et puis il faut beaucoup de temps et surtout beaucoup de confiance pour qu'ils rendent les armes. Quand Donald Trump dit en fait, on va faire la paix, mais il faut que le Hamas rende toutes les armes, en fait, le Hamas n'a aucune raison de rendre les armes, parce que pour lui, s'il rend les armes, ils vont tous se faire zigouiller. Et donc avec ça, malheureusement, mais c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut des autorités politiques très fortes, il faut des gens qui soient prêts à négocier avec les terroristes. Bon. Et c'est ce qui a été fait en Irlande du Nord. Et puis il y a eu un partage du pouvoir. La différence entre Gaza ou la Palestine et l'Irlande du Nord, c'est qu'en Irlande du Nord, le débat, c'était comment on va gérer ensemble, catholiques et protestants, loyalistes et indépendantistes, comment on va gérer ensemble un territoire. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est comme un peu partout, ils ont partagé le pouvoir. Là, c'est pas ça. En Palestine, Israël, le sujet, c'est comment on va donner une place à une partie qui considère qu'elle est chez elle, contre une partie qui considère qu'elle est chez elle. Et le but, c'est pas de gérer ensemble un seul État, un État binational. Ça, je crois que tout le monde a compris que c'était pas possible. Le but, c'est de créer deux États dans un territoire minuscule avec des parties prenantes qui n'en veulent pas. Donc, c'est la limite de la comparaison. Mais, je reviens à ce que j'ai dit avant, en fait, il n'y a aucun cas, je crois, dans l'histoire qui est comparable au cas israélo-palestinien. Merci encore pour cette réponse. Donc, enfin, pour revenir à l'exemple de l'Égypte avec la guerre de 1973, puis la visite de Sadat à la Knesset en 1977, montre qu'un leader peut finalement faire le pari de la paix malgré une opposition interne qui demeure très forte. Pensez-vous qu'une sortie du conflit soit possible sans l'émergence d'un leadership prêt à prendre ce type de risque politique majeur? Et voyez-vous aujourd'hui les conditions ou les acteurs présents en Israël-Palestine pour cela? Alors vous avez vu quand même ce qui est arrivé aux leaders qui ont fait la paix dans la région. Sadat, il a été assassiné, et Rabin, il a été assassiné. Et Arafat, il n'est pas impossible qu'il ait été assassiné aussi. Donc ça ne donne pas forcément une énorme motivation aux leaders pour s'engager là-dedans, surtout quand on voit, dans un paysage politique qui s'est encore plus polarisé, qui est encore plus violent, avec un double traumatisme, le 7 octobre pour les Israéliens, et puis Gaza pour les Gazaouis, évidemment, les habitants de Cisjordanie. Mais pour autant, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de leader. Alors le profil du leader, il est assez simple, là aussi il est assez connu, en fait c'est simple. Un leader dans ces cas-là, c'est un chef de guerre. Voilà. Donc c'est De Gaulle en 62 pour la guerre d'Algérie, c'est Rabin en 93, c'était le militaire le plus décoré de l'histoire d'Israël. Et donc côté israélien aujourd'hui, celui qui pourrait faire la paix, ce sera forcément celui qui a fait la guerre. Il y a quelques chefs d'état-major, il y en a un qui s'appelle Gabi Ashkenazi notamment, qui a perdu, je crois que c'est lui, un fils ou deux, je crois, après le 7 octobre, qui avait théorisé la destruction des quartiers de Beyrouth après la guerre de 2006. Enfin, il n'y a aucun doute sur le fait de savoir de quel côté il est. Côté palestinien, le leader, on le connaît aussi, c'est Marwan Barghouti, qui a été connu pour des faits de terrorisme, mais qui a construit une aura très importante, y compris parce qu'il a dit depuis très longtemps qu'il fallait parler aux Israéliens. Et donc d'une certaine manière, alors lui évidemment les Israéliens le gardent en prison, ils n'ont jamais voulu le libérer malgré toutes les différentes vagues de libération qu'il y a eu. On dit que c'est le Mandela palestinien, je ne sais pas si c'est le cas, l'avenir le dira, mais d'une certaine manière on sait qui c'est le leader palestinien, les autres dirigeants palestiniens ne voulant évidemment surtout pas qu'il sorte. Et côté israélien, on connaît au moins le profil. On ne connaît peut-être pas le nom, mais on connaît au moins le profil. Après, il manque une chose, c'est qu'il n'y a aucune pression internationale, et en l'occurrence américaine, parce qu'il n'y a que les Américains qui comptent dans la région, enfin à l'échelle globale. Et non seulement il n'y en a pas, mais elle est même totalement inverse, parce que eux, ce qu'ils font, c'est encourager les Israéliens à maintenir l'état de guerre. Voilà, c'était votre première question, et c'est ça qu'ils font. Faire la paix, c'est simple, il faut soit détruire l'adversaire, et on a vu que ce n'était pas le cas,
soit faire un accord avec lui. Et pour faire un accord avec lui, il faut reconnaître qu'il existe. Donc c'est bien que les Français et les Anglais disent aux Israéliens, regardez, ils existent, enfin aux dirigeants israéliens, pas au peuple israélien, mais s'il n'y a pas une pression très très forte américaine, il ne se passera rien. Maintenant que nous avons évoqué cette question du leadership nécessaire à une sortie de ce conflit, on peut revenir à la manière dont la paix elle-même peut être envisagée dans ce nouveau contexte, donc depuis le 7 octobre 2023, puisque les événements du 7 octobre ont profondément bouleversé les cadres de réflexion déjà existants, puisqu'ils ont non seulement intensifié la violence, mais aussi rendu obsolète un certain nombre de schémas de pensée sur la paix, en révélant leurs limites. Mais donc face à cette réalité où les cadres classiques sont fragilisés, comment peut-on aujourd'hui conceptualiser la paix, et plus comme simplement une absence de guerre, mais une paix durable ? Alors, vous me permettrez de dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas du tout que le post-7 octobre ait détruit le cadre de la paix, parce que en fait, la paix n'est pas à l'ordre du jour. Donc, en fait, personne n'a pensé la paix. Ce qu'on a pensé, c'est le 8 octobre. Enfin, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. La question, c'était comment on va gérer Gaza, comment on va sortir le Hamas de l'écosystème palestinien. Mais ça n'a jamais été la paix. Et d'ailleurs, personne n'a remis en cause la dynamique d'Oslo. On a toujours dit, on connaît la solution. Je me souviens de Gérard Haro, pour qui j'ai une grande estime, c'est l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, qui dit, on connaît les paramètres de la paix. Mais pas du tout. On ne connaît pas du tout les paramètres de la paix. Les paramètres de la paix qui étaient les discussions d'Oslo, les discussions de Tabar, les discussions à la Maison-Blanche et à Camp David, ces paramètres sont totalement obsolètes. Mais en fait, ils ne sont pas obsolètes, ils n'ont jamais existé. Parce que, et je reviens au cas égyptien, les Égyptiens, ils ont fait la paix avec les Israéliens sur une base simple. On fait la paix, on vous reconnaît et vous nous rendez les territoires occupés, en l'occurrence le Sinaï. Arafat, en 1993, quand il fait la paix, enfin quand il commence le processus, quand il commence à discuter, via les Norvégiens, pas via les Américains, avec les Israéliens, l'idée des Palestiniens, c'est on va reconnaître les Israéliens, et puis ils vont nous rendre les territoires occupés. C'est ça, Land for Peace. Et les territoires occupés, c'est ceux de 67. Donc en fait, les paramètres de la paix, ils existent depuis 67. Mais les Israéliens, ils ne pensent pas comme ça. Les Israéliens, ils pensent que, comme le disait Jabotinsky, tout n'est qu'un rapport de force. Et donc, les Palestiniens vont se battre jusqu'à la mort contre nous, parce que c'est ce qu'on aurait fait à leur place, c'est ce que dit Jabotinsky. Et il dit, il faut imposer une muraille d'acier. Une muraille d'acier, ce n'est pas un mur de séparation, mais c'est vraiment la force la plus importante pour négocier en position de force et ancrer dans le marbre, dans le droit international, la position qu'on aura obtenue après la négociation. Donc eux, ils n'ont jamais reconnu les frontières de 67, ils n'ont jamais dit que c'était des territoires occupés. Ils ont dit, on s'en occupera plus tard. Et ce que fait Rabin en 93-95, c'est commencer à négocier l'accord final. Donc, ce n'était pas des conditions de paix formidables. Et donc là, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, surtout, c'est qu'on n'a jamais pensé une dynamique de paix. Et d'ailleurs, moi je le fais comme ça par intérêt, mais regardez, ça n'intéresse personne. Merci. Et donc, dans ce contexte, dans votre... Alors, donc, merci beaucoup, Monsieur El-Karoui. Elle n'a pas fini. Non, c'est... Est-ce que rapidement vous pouvez nous présenter votre idée de paix, donc fondée sur une dissociation entre la souveraineté territoriale et la souveraineté politique? Ouais, 2 minutes. Alors c'est compliqué et simple à la fois. L'idée c'est très simple. On a pensé le territoire en Europe en gros depuis le XVIIe siècle dans le cadre, on dit de l'État westphalien. L'État westphalien c'est quoi? C'est un peuple, des frontières, un gouvernement, un État. Tout ça, ça fait une nation, ça fabrique une nation et ça fait un État. Moi je pense que ce système-là, pour toutes les raisons qu'on a indiquées, dans ce cas-là, il ne fonctionne pas. Et donc, il faut dissocier
la souveraineté politique de la souveraineté territoriale. En gros, le territoire est trop petit et trop inflammable parce qu'il est l'identité pour qu'on le coupe en deux. Et donc, je pense, et d'une certaine manière, ce n'est pas mon idée pour aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je pense que si un jour il y a la paix, la vraie, c'est-à-dire pas un cessez-le-feu du fort contre le faible, mais vraiment un accord qui fait que les gens vont battre les armes, on arrivera à quelque chose proche de cette solution-là. Et donc la solution, c'est quoi? C'est de dire, en fait, il y aura un seul territoire commun. Alors ça paraît impossible aujourd'hui parce qu'on pense au 7 octobre, parce qu'on dit Gaza, etc. Mais en fait, Israël, y compris agrandi au territoire occupé, était ouvert jusqu'en 2002-2003, jusqu'à la fermeture de Gaza, 2005. Donc une libre circulation des peuples, des gens en fait. Et deuxième chose, c'est qu'il y aura un État pour les Juifs, il y aura un État pour les Arabes. Un État pour les Juifs, un État pour les Arabes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel, c'est-à-dire la transmission d'identité, du projet politique, sera séparé. Ça veut dire l'éducation par exemple. Ça veut dire la conduite de la religion. Ça veut dire la vision de la souveraineté, y compris sécuritaire. Et donc il y aura un État juif et un État arabe. Les juifs voteront pour des dirigeants juifs et les arabes voteront pour des dirigeants arabes, à l'échelle nationale. À l'échelle locale, de toute façon, ils vivent ensemble. Et donc ils voteront pour des mairies, des collectivités locales, ensemble. Et puis ils géreront ensemble les grands réseaux, les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les réseaux télécoms, les réseaux... et puis, ce qui change aussi, c'est que la sécurité, elle sera faite ensemble. À partir du moment où ils sont en paix, il ne s'agit plus pour l'un de veiller sur les menaces de l'autre. Il s'agit ensemble de lutter contre ceux qui ne veulent pas la paix, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient arabes. Et il y en aura beaucoup, et notamment au début. Et ça, pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, en Irlande du Nord. C'est exactement ce qui s'est passé au Kosovo. C'est exactement ce qui s'est passé en Bosnie. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y avait? Et je pense que c'est absolument nécessaire dans ce cas-là. Il y a eu une autorité qui était, alors, le plus souvent en charge de la sécurité, qui, en l'occurrence, selon moi, devrait être en charge non seulement de la sécurité, mais d'une certaine manière de la médiation politique, parce qu'il y a un fort, il y a un faible. Et donc, si on les met ensemble, le fort va manger le faible. Donc, il faut qu'il y ait un tiers qui soit financé, soutenu par la communauté internationale, et en l'occurrence les États-Unis, qui sert d'intermédiaire pour que la relation entre les Israéliens et les Palestiniens dans ces nouveaux États soit pas trop déséquilibrée. Et puis enfin, tout ça a un immense intérêt, c'est que ça résout toutes les questions qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. On ne sait pas résoudre la question de Jérusalem. En fait, à partir du moment où vous dites qu'il y a un État pour les Juifs, il y a un État palestinien au même endroit, en fait, il y a Jérusalem, capitale éternelle de l'État juif, et puis il y a Jérusalem, capitale éternelle de l'État palestinien. Ils ne seront juste pas exactement au même endroit dans la géographie de la ville. L'un sera à l'ouest et l'autre sera à l'est. Ça résout un autre problème, c'est la question des colons. Il y a 750 000 colons, 800 000, on ne sait pas très bien, à Jérusalem-Est et puis en Cisjordanie. Personne ne croit un seul instant qu'ils vont partir. Il y en a 5 000 qui sont partis de Gaza, c'était Sharon qui les avait... ça a été un traumatisme national. Imaginez 750 000. Ils ne sont pas tous excités comme on le voit à la télévision, etc. Il y en a beaucoup qui sont là pour des raisons économiques. Puis comme Israël est tout petit, en fait tous les points d'Israël sont quasiment joignables pour des commuters. Mais il y en a bien 20% qui sont très, très, très fortement idéologisés. Donc ils ne partiront pas. À partir du moment où vous dites qu'il y a un seul État, enfin il y a un seul territoire et 2 États, en fait vous réglez leur problème. Et puis vous réglez aussi le problème, l'autre grand problème des Palestiniens, c'est le droit au retour. Avec cette solution, vous organisez le droit au retour, puisque le sujet n'est plus démographique, l'État juif restera juif, tant qu'il y aura des juifs en Israël. Après, évidemment, il faut réguler tout ça. S'il y a 3 millions de Palestiniens qui arrivent en 6 mois, ce sera un peu compliqué. De toute façon, ils n'auront pas envie. Et ce sera le rôle aussi de cette haute autorité. Voilà, en quelques mots. Bon, ça peut paraître utopique, mais en fait, si on se pose sérieusement la question de la paix, on dit qu'est-ce qui est l'obstacle à la paix? Et puis comment on fait en pensant librement, c'est-à-dire sans les exemples en gros européens, je pense qu'on arrive très vite à ce type de solution.
Merci beaucoup, Monsieur El Karoui, pour cette belle échange. Donc, nous allons maintenant ouvrir la discussion avec la salle. Pour lancer ce temps de questions, peut-être une interrogation simple mais centrale. Vous l'avez montré, le cadre d'Oslo est aujourd'hui mort. Alors maintenant, on fait quoi ? Si on accepte que les recettes du passé ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on met désormais sur la table pour sortir de l'impasse et imaginer un chemin vers la paix ? Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Karoui. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez expliqué. Il y a certains points que j'aimerais bien discuter avec vous, mais j'ai une question bien précise qui peut-être d'autres personnes se posent aussi. Il y a 2,5 millions de Palestiniens qui habitent en Israël, qui ont un passeport israélien. Donc il y a une résidence de Palestiniens en Israël et qui semble, bien que la convivialité ne soit pas parfaite, mais elle est quand même appréciable. Oui, d'ailleurs, il montre bien qu'il peut y avoir des Juifs et des Arabes qui vivent ensemble en Israël et que ce qui est vrai en Israël pourrait être valable, je parle de la libre circulation, si on étendait un peu la réalité. Merci, excusez-moi de vous contredire tout de suite. On a parlé de 2,5 millions de Palestiniens en Israël. C'est un tout petit territoire. Vous dites, ça montre qu'il peut y avoir une convivialité, une présence de Palestiniens et de Juifs ensemble sur le même territoire. C'est vrai, mais moi je suis un exemple d'un Juif qui a été expulsé d'Égypte en 1956, ensemble avec 950 000 autres Juifs de tous les pays arabes. Aujourd'hui, si je vais à Ramallah, il faut qu'on le fasse sous escorte, parce que les Juifs n'ont pas le droit de rentrer à Ramallah, alors que les Palestiniens vivent et peuvent venir en Israël. Donc il y a une zone à éclaircir, et je ne voudrais pas que notre auditoire pense qu'il y a une vie possible, belle, de tolérance entre Juifs et Palestiniens, et Arabes, pardon. C'est pas vrai. Moi, je suis l'exemple, en 1956, de faire partie de 950 000 personnes juives qui ont été expulsées des pays arabes. Alors, je pense que quand vous dites ça, il faut rappeler aussi l'histoire d'avant, c'est-à-dire avant la création d'Israël. Les relations entre les Juifs et les Arabes étaient bien meilleures que les relations entre les Juifs et les chrétiens, par exemple en Europe. Et ça, aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier parce qu'on a construit un discours sur l'antagonisme absolu, historique, entre les Juifs et les Arabes. Mais je suis désolé, historiquement, c'est pas vrai. Alors, je pense qu'on va discuter. Si vous voulez. Écoutez, moi je veux bien débattre historiquement. Très sincèrement, vous regardez l'histoire,
Dans le monde arabe, il n'y avait pas de métier interdit, il n'y avait pas de quartier réservé aux juifs. Et puis si vous regardez les violences contre les juifs, il y en a eu beaucoup moins dans le monde arabe et musulman qu'en Europe. Je ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale. Pardon ? Non, le sujet, c'est pas d'où je viens. C'est juste l'histoire. C'est les faits, monsieur. Vous pouvez me poser votre question, si vous voulez. En fait, on est les élèves du coup de M. Filou, donc il connaît assez bien le terrain, il est y allé, et lui nous a dit que le meilleur espoir pour la paix dans cette région-là, c'était que la haine des deux peuples les pousse à vouloir se séparer, à ne plus se voir, en créant deux États distincts. C'est sa thèse à lui, et c'est celle qu'il nous a partagée. En quoi vous estimez, vous, que... Mais je ne suis pas du tout là pour dire qu'il y a une haine intrinsèque entre les deux peuples qui se voudraient la mort perpétuellement, etc. Je suis totalement d'accord avec vous sur votre analyse de l'histoire. Mais comment vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir un rapport de force qui va s'installer ? Je sais que vous avez essayé un peu d'y répondre, etc., assez rapidement. Comment vous pensez que ça pourrait marcher de manière pacifiquement, de pouvoir mêler ces deux peuples dans un même territoire encore, alors qu'ils ne veulent plus se voir, de ce qu'on comprend ? Moi, je pense qu'historiquement, la haine mène à la guerre. Mon hypothèse, mais peut-être que je me trompe, notamment parce que la guerre ne mène pas à la solution d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas d'expulsion des Palestiniens. Je pense qu'il y a un moment où, en fait, les gens se disent on n'en peut plus de la guerre. On n'en peut plus de vivre avec la nécessité d'aller dans des bunkers. On n'en peut plus de vivre avec l'idée qu'à tout moment, il peut y avoir un attentat. Et qu'il y a un moment, des gens, un mouvement, qui vont dire et si on faisait la paix ? Et si on faisait la paix, il faut reposer les paramètres. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Les paramètres aujourd'hui, tels qu'ils ont été évoqués, ne sont pas les bons. Après, je ne suis pas du tout sûr que ce moment va arriver. Il peut arriver après Netanyahou, il peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans, il peut ne jamais arriver. Mais l'idée qu'un état de guerre va perdurer avec des gens qui, comme le dit Philu, se haïssent de plus en plus, avec des raisons de se haïr, quand on voit ce qui vient de se passer... en fait, je ne pense pas que ça puisse être pérenne. Et puis, par ailleurs, je ne le souhaite ni aux uns ni aux autres. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent exister. Après, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à la guerre dans les deux camps. Et puis, il y a une construction de l'autre qui a été faite, qui fait qu'on pense que l'autre est irréductiblement un ennemi. C'est pour ça que je pense que c'est important, cher monsieur, de rappeler qu'il n'y a pas une guerre millénaire entre les juifs et les musulmans. Ça, c'est complètement faux. Et s'il y a une tension religieuse, elle est beaucoup plus entre les chrétiens et les juifs qu'entre les juifs et les musulmans. Je voudrais donner l'exemple de la ville de Sabira au Maroc, d'où est issue ma mère. Il y avait 60% de juifs à un certain moment dans cette ville. Et en fait, les juifs sont partis pour diverses raisons. C'est vrai que quand il y a des guerres avec Israël, c'est pas... un moment. Mais c'est surtout que l'agence juive est venue les chercher. Moi, j'ai une cousine infirmière qui m'a dit, du jour au lendemain, j'avais 3 collègues juives, elles ont disparu. Elles n'étaient plus là. Elles étaient employées dans l'hôpital, elles n'étaient plus là. Personnellement, il y avait une autre couturière, mais dans une autre ville. L'agence juive lui a dit, ou je ne sais pas, ou des intermédiaires, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le sujet, mais je sais que ça s'est passé un peu comme ça. Qui lui a dit, vous venez vous, mais pas votre sœur handicapée. Donc elle est restée. Donc si vous voulez, il faut nuancer les choses. Je ne connais pas l'histoire des Juifs d'Égypte, bien sûr, mais là, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Et je pense aussi que quand on donne un passeport, une possibilité à quelqu'un qui est dans une minorité, qui n'a peut-être pas un grand avenir, c'est toujours tentant d'aller à l'étranger. Et vous entendez des Libanais qui vous disent ça, vous disent comme on est chrétiens, on les a permis d'aller en Europe et on l'a regretté quelque part, parce qu'on n'est pas resté dans notre pays. Donc il y a aussi une composante économique, une composante... voilà. Donc les choses sont plus complexes qu'on ne croit. Merci. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et bien animée par nos 2 jeunes filles, vraiment. Je voulais juste, alors pour rebondir un peu sur ce que dit la dame derrière, je suis aussi originaire par mon père de Mogador, Essaouira, et les pages à Mogador ont été très belles. Mais il y a eu des pages sombres.
on le sait. Donc je pense qu'il faut se référer au dernier livre d'ailleurs de Georges Bensoussan sur les Juifs en terre arabe, et on se rend compte que tout n'a pas été très joli aussi. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, voilà, non, effectivement, on a embelli un peu les choses. Je voulais juste revenir un petit peu sur, en général, le fond de vos propos, qui ont été des fonds de répartition géographique. Et moi, je voudrais faire intervenir un facteur important, qui est l'idéologie, malheureusement, la religion, qui fait que, avec les frères musulmans, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de paix possible. Et il y a effectivement, je crois, aujourd'hui, si on veut espérer ce que vous pouvez monter comme support, il faut qu'on balaye ces extrémismes religieux. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en fait, quand le conflit est devenu religieux, c'est-à-dire quand les frères musulmans, ils sont là depuis longtemps parce qu'ils sont égyptiens, hein, donc ils étaient juste à côté, etc. Ils arrivent, le Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, commence à prêcher comme le font les frères musulmans, c'est-à-dire avec de l'action sociale, dans les années 70. Avec plutôt la bénédiction des autorités israéliennes, qui ont toujours vu le Hamas comme façon de diviser le mouvement national palestinien, qui était plus à l'extrême gauche d'ailleurs, très 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 laïque, pendant très longtemps en fait. Le Hamas est resté, en gros, jusqu'aux attentats de 2002-2003. Le Hamas, on parle souvent de la charte du Hamas. Ce qui est, à mon avis, le plus intéressant dans la charte du Hamas, c'est pas les vulgarités antisémites, hein, le protocole des sages de Sion, c'est comment ils ont islamisé le territoire palestinien. Ils disent la Palestine, c'est un don de Dieu aux Palestiniens, et donc il faut le traiter comme un bien de main morte. Je ne sais pas si vous connaissez le système des biens de main morte en islam ou dans les monastères, en fait. C'est quelqu'un qui donne un bien, non pas à sa famille, mais dans l'Europe médiévale, les monastères sont énormément enrichis grâce à ça. Là, en l'occurrence, ça pouvait être des mosquées, des zaouïras, des marabouts, etc. Et ça devient des biens inaliénables. Et dont le produit, l'exploitation, doit servir à financer qui le monastère, l'activité du monastère, ou qui l'action notamment sociale de la mosquée. Et eux, ils ont élargi cette vision-là à l'ensemble du territoire de Palestine. Et le premier résultat, c'est que, puisque c'est un bien de main morte donné par Dieu aux Palestiniens, il est inaliénable et donc il est indécoupable. Et donc on ne peut pas négocier avec les Israéliens, parce qu'ils n'ont aucune légitimité pour vivre sur un bien, waqf on dit en arabe, sur un bien de main morte palestinien. Et quand on regarde de l'autre côté juif, israélien, les religieux, ils ont une vision suprémaciste du territoire et qui par ailleurs imprégnée de l'histoire de l'Ancien Testament, etc. Et notamment en Cisjordanie, beaucoup plus importante que la Galilée, évidemment, dans l'histoire juive. Et donc la montée des religieux des deux côtés a fait qu'un dialogue a été de moins en moins possible, puisque c'est le problème quand on met Dieu dans la politique, c'est qu'on ne peut plus parler. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, et puis il y a quelqu'un qui invoque, et puis c'est fini. Et donc, à l'évidence, ça a créé des tensions, et ça a réduit encore plus le terrain commun de la discussion, puisqu'il faut qu'il y ait un terrain commun. Ah oui, alors, bonjour Monsieur Elkar. Je voulais revenir par rapport à votre thèse de l'État binational, et je voulais savoir si vous pouvez l'étayer. Apporter plus ma thèse, j'ai pas compris. Votre thèse sur l'État binational. Alors, c'est pas du tout l'État binational. C'est deux États. C'est pas un État avec deux peuples. C'est deux États avec deux peuples. C'est justement là ma question, c'est avoir plus de détails là-dessus, parce que c'est vrai que vous l'avez expliqué brièvement, mais donc concrètement, il y a un seul territoire, deux peuples et deux administrations, deux chemins sur un même territoire finalement, c'est ça? Deux souverainetés politiques, c'est-à-dire deux gouvernements, deux parlements, deux systèmes de sécurité qui évidemment coopèrent. Et puis au milieu, pendant un certain temps,
une autorité politique qui fait de la médiation, qui est une sorte de mélange de Commission européenne et de forces de sécurité qu'il y a eu, par exemple, en Bosnie, pour servir d'intermédiaire entre toutes les parties. C'est à ça que ça ressemble. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question par rapport à la radicalisation. Est-ce qu'on peut aussi dire que la radicalisation s'est faite aussi en Israël, avec l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahou? Et est-ce que cette radicalisation, qu'on peut dire qui est plutôt militaire et politique, elle représente l'ensemble de la population actuelle, où il y a vraiment un mouvement de contestation? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un phénomène qui est figé dans le temps, ou avec un changement de leadership, on peut rétablir peut-être une société israélienne plus pacifique? Alors la radicalisation, je pense qu'elle a eu lieu dans les deux camps. Moi, je suis pas, mon livre n'est pas sur Israël. Je prétends pas connaître la société israélienne, donc je vais être très prudent. Il y a eu des changements démographiques en Israël importants, l'arrivée des Juifs russes, par exemple. Il y a eu après Oslo, après la décennie 90, des déceptions, et notamment la reprise des attentats à partir de 2002. Notamment liés au Hamas, qui ont convaincu ou qui a convaincu une bonne partie de l'opinion israélienne que de toute façon on n'arriverait jamais à faire la paix avec les Palestiniens. Netanyahou, je vous ai donné son background idéologique. Lui, il considère que la paix n'est pas possible parce que jamais, c'est ce que disait Jabotinsky. Jabotinsky disait jamais les Palestiniens ne nous pardonneront ce qu'on leur a fait. Et donc, donc on n'a qu'une solution, c'est le rapport de force. Et il faut les soumettre, ou en tout cas être suffisamment puissant pour arriver à un accord de paix final où on aura, nous, une position qui nous permettra d'être le plus possible en sécurité. C'est exactement la vision de Netanyahou. On a fait Netanyahou un opportuniste, quelqu'un qui a peur des juges, etc. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Il a une vision, il a cette vision de l'avenir d'Israël, et je pense qu'il considère qu'il a un rôle politique, c'est de la mettre en œuvre, quel que soit le prix à payer, à la fois pour Israël et pour lui et pour son image. Je pense qu'il s'en fout complètement en fait qu'on dise que c'est un boucher, un tortionnaire, etc. Lui, il est en mission, il est en train d'accomplir d'une certaine manière ce que son père, ce que le modèle de son père Jabotinsky avait conçu. Et il y a beaucoup de gens en Israël, à l'évidence, qui suivent ça, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons de sécurité. Après, il y a une minorité qui est contre, mais vous avez vu, les manifestations en Israël, c'était juste avant le 7 octobre, sur la question de la Cour constitutionnelle, de la répartition des pouvoirs, etc. Et ça, c'était le conflit entre les laïcs et les religieux. Il n'y a pas du tout eu la même mobilisation en Israël contre les modalités d'action de l'armée israélienne à Gaza. Bon. Après, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête? Il va tout faire pour l'éviter ou pour la manipuler. Il va y avoir des élections bientôt. En général, dans ces cas-là, on redéclenche une guerre avant parce que c'est la meilleure façon de gagner les élections. Ce qu'il a essayé de faire l'an dernier avec l'Iran. Est-ce que les Israéliens sont dupes? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y aura une majorité pour le faire partir? Je ne sais pas. Netanyahou est un génie politique à l'évidence. Hein. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a une alternative? À ce stade, pas du tout. Alors, bonjour Monsieur El Karoui. Ma question est, est-ce que dans un futur proche, est-il possible qu'un État laïque palestinien où les Juifs et les Palestiniens cohabitent ensemble et harmonieusement? Écoutez, moi je leur souhaite, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre, vous avez bien compris. Dans un futur proche, franchement, j'y crois pas trop. Par contre, ce que je vois, c'est que en fait, le Hamas a perdu directement, indirectement, une très large partie de ses soutiens étrangers. L'Iran, le régime iranien considérablement affaibli. Le Hamas est considéré comme un ennemi vraiment mortel par les Émiratis, à peu près autant par les Saoudiens. Le Qatar a une position qui est complexe, mais qui est plus celle d'un intermédiaire que celle d'un soutien. Et puis s'il soutenait, c'était en lien avec les Israéliens. Je ne crois pas qu'il y ait... Par ailleurs, je pense que l'islam politique est en train de mourir dans le monde arabe.
Et d'une certaine manière, le Hamas, le parti terroriste, est un de ces acteurs qui est en train de mourir. Donc je ne crois pas que la solution, en tout cas qu'il y ait une dynamique politique du côté des Palestiniens avec des religieux, parce qu'il n'y a personne pour soutenir ça. Bon, après, est-ce que demain il y aura la paix dans un État palestinien? Un, il faudrait qu'il y ait un État palestinien, et deux, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc ça, c'est l'État binational qui serait, je ne sais pas comment on l'appellerait, soit Israël, soit la Palestine, soit... ça, j'y crois pas du tout. Parce que je pense qu'il n'y a aucune volonté côté israélien. Le projet sioniste, ce n'est pas un État binational. C'est un État juif, refuge pour les juifs. Enfin, c'était le cas à l'époque, puis maintenant, ça s'est élargi dans son ambition. Mais, et côté palestinien, probablement que les Palestiniens ont accepté, une fois des faits, plus facilement, un État binational, qui ne serait du coup pas un État juif. Mais la tendance, c'est 2018, l'amendement à la charte, enfin la loi fondamentale d'Israël, et cet amendement, il ne dit plus que c'est un État pour les Juifs et pour les Arabes. Israël est un État pour les Juifs. La colonisation fait partie de l'identité fondamentale de l'État juif, en fait, les minorités sont reléguées. L'arabe, d'ailleurs, n'est plus une langue officielle alors qu'elle l'était, etc. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur votre conception de la paix que vous avez théorisée dans le livre et dont vous nous avez parlé. Vous avez beaucoup évoqué le fait qu'il y ait des structures pour chaque communauté, disons, donc une double souveraineté politique, mais c'était en termes de structure étatique et très politique, disons. Mais si je devais faire interagir cette idée avec les relations humaines d'un être à l'autre, en considérant le fait qu'il y a une mémoire blessée d'un côté comme de l'autre, comment est-ce que vous envisagez faire marcher, entre guillemets, cette idée de paix entre individus au sens entre humains? Et j'ai particulièrement retenu le thème de l'éducation dont vous parliez, qu'il y ait deux éducations, mais ne serait-ce que pour l'éducation, comment est-ce qu'on s'assure que on apprend une histoire correcte des deux côtés qui présente les choses, on va dire, je ne saurais même pas comment le qualifier. Vous savez, l'histoire, elle n'est jamais correcte quand on s'est fait la guerre, parce que chacun raconte son histoire. Alors ça choque les Israéliens quand les Palestiniens racontent leur histoire, celle de la Nakba, etc. Et puis ça choque les Palestiniens quand les Israéliens racontent leur histoire, et notamment le fait qu'il n'y avait pas de Palestiniens, il y avait des Arabes, mais qui avaient vocation à partir. Donc ça, je pense qu'il faut juste le respecter. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est compliqué, hein, c'est deux choses. C'est la volonté de paix, et puis après, c'est beaucoup de temps. Et quand on regarde dans d'autres situations, comment des gens qui se sont fait la guerre, vous savez, on parlait de l'Irlande du Nord, on peut parler des Français et des Allemands. Évidemment, ils ne vivent pas ensemble, les Français et les Allemands. Mais passer de 1945 à 10 ans après, 56, le traité de Rome, c'est 10 ans. Enfin, vous voyez, là on est en 2025, c'est 2014. Donc, vous voyez le chemin qui a été fait entre 2014 ou 2015 et 2026 entre les Français et les Allemands pour passer de la haine, qui d'ailleurs ne se limitait pas à la Deuxième Guerre mondiale, enfin qui venait de bien avant, à l'idée que plus jamais il faut qu'on fasse la guerre et que d'ailleurs pour faire ça, il faut qu'on crée des conditions matérielles et pour ça on met en commun le charbon et l'acier qui étaient les matières premières de la guerre. Donc, oui, ça paraît toujours impossible, mais en fait, il y a un moment où ça arrive, parce qu'il y a une conjonction de situations. 93, moi j'ai regardé, en fait, c'était pas évident. Pourquoi Rabin veut faire la paix en 93 ? C'est pas lui qui enclenche le système, d'ailleurs c'était plutôt Shimon Peres. Ça se fait un peu discrètement avec les Norvégiens, première discussion, des amis,
des professeurs, en fait, des universitaires israéliens, plus ou moins envoyés, plus ou moins officiellement. Il y a évidemment une conjonction géopolitique. Les Palestiniens avaient perdu, disons, le faible appui des Soviétiques, et puis surtout, ils avaient perdu l'appui des Arabes en soutenant Saddam Hussein contre le Koweït, alors que tous les États du Golfe qui finançaient les Palestiniens avaient évidemment pris le parti du Koweït. Donc les Palestiniens étaient très affaiblis. Mais il a pris un risque, et il a dit je fais la guerre comme si la paix n'était pas possible, et je fais la guerre jusqu'au moment où je pense qu'il y aura une autre alternative. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Moi, il me semble que Gaza, d'une certaine manière, a montré que la guerre n'était pas une solution. Évidemment pas pour les Palestiniens, mais pas pour les Israéliens. Et je pense aussi qu'une fois que le traumatisme sera passé, pas seulement la vie quotidienne, parce qu'en Israël, les gens vivent à peu près normalement maintenant, mais quand ils vont se rendre compte, quand on va ouvrir Gaza, quand on va voir ce que c'est, quand ils vont voir ce que c'est, parce qu'évidemment les Israéliens, c'est courant dans les guerres, on ne voit pas l'ennemi. Alors évidemment que les réseaux sociaux, c'est facile, mais il faut être abonné aux comptes qui diffusent, et les Israéliens n'étaient pas forcément tous abonnés à Al Jazeera. Donc quand petit à petit ils vont voir, ils vont se rendre compte. Il va y avoir des actions en justice qui vont essayer d'être bloquées. Regardez ce que font les Américains avec la Cour pénale internationale, etc. Mais en France, il va y avoir des actions en justice contre les soldats franco-israéliens qui se sont filmés en train de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Il va y avoir, tout ça, ça va prendre du temps, et peut-être qu'à un moment, ils vont dire, mais on ne peut plus vivre comme ça. C'est pas du tout sûr. Il va y avoir énormément de gens qui vont dire, il faut faire encore plus la guerre, parce que c'est parce qu'on n'a pas fait assez la guerre qu'on est dans cette situation. Donc, je ne sais pas, mais il peut y avoir une prise de conscience, et après, je pense qu'en fait, ça peut aller assez vite. Ce sera la dernière question. La paix, donc tout d'abord, bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. La paix semble véritablement la seule condition pour pouvoir mettre fin au conflit, mais comment arriver à la paix? Avec une intervention de l'ONU par exemple, de l'intervention de d'autres États, comme par exemple les États-Unis de Trump, mais ça semble de plus en plus compliqué, ou encore une coalition de pays qui se mettent d'accord sur un accord, un plan de partage par exemple, ou une solution à deux États? Alors, on a parlé de plein de choses pour comment on y arrive. Il n'y aura jamais la paix. Il faut quand même deux conditions. Un, en Israël, deux aux États-Unis. Tant qu'il y aura Trump ou des gens comme Trump, parce que Trump n'est pas le seul, il est l'expression d'un mouvement, il n'y aura jamais la paix en Israël. Parce qu'il faut qu'il y ait une pression externe très très forte. Pas trop forte non plus, les Israéliens sont très soucieux de leur souveraineté, et à la fin ils disent, et ils rappellent, on se battra tout seul, parce qu'on a souvent été tout seul. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une dynamique en Israël pour amener quelqu'un qui à un moment va quand même parler de la paix et pas seulement de la guerre. Netanyahou ne parle que de la guerre. Ses alliés ne parlent que de la guerre. Il y a un consensus pour dire que la guerre est la solution. Donc tant qu'il y a ça, franchement ça ne bougera pas. Donc je ne sais pas, encore une fois, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas si ça arrivera jamais. Quand on regarde l'histoire, on dit qu'à un moment les peuples préfèrent la paix à la guerre. Et ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut préparer aujourd'hui les conditions de la paix. Et aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas réunies parce qu'elles ne sont pas conceptualisées. C'est ça ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Merci encore, Monsieur El-Karoui, pour cet échange et pour la richesse de vos analyses. Et merci à tous d'avoir été présents ce soir et également pour vos questions. Avant de nous quitter, j'aimerais vous informer que l'ouvrage Israël-Palestine, une idée de paix est disponible donc à la vente à la sortie de l'amphithéâtre grâce à la librairie Les Mandarins et que Monsieur El-Karoui sera présent pour dédicacer vos exemplaires. Merci encore. Sciences Po.